Chaque homme a un passé, un présent et un futur. Il écrit avec des parts de lui et beaucoup des autres. Chaque jour, il ramasse des bribes de la vie et se forge une image. Chaque pas franchi est une victoire derrière laquelle se cachent de nombreux combats dont les causes et les conséquences sont souvent rangées dans les confins de la mémoire. Aujourd'hui, nous allons questionner l'histoire pour découvrir un homme derrière la fonction. Nous allons parler de son parcours scolaire et professionnel, de sa vie familiale, de son positionnement politique et religieux, de son actualité. Vous saurez tout sur notre invité, Madame, Monsieur. Bienvenue sur Gabon 24 dans 52 minutes avec qui reçoit le Premier ministre du Gabon, Monsieur Julien Kogué-Bekale. Bonjour. Bonjour Madame Laetitia Ngalebika. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir dans votre émission. Voilà, et merci à vous de nous recevoir dans ce beau bureau. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Ça se voit? Oui, ça se voit. D'accord. L'actualité au Gabon a été récemment dominée par cette sortie massive des élèves dans les rues, un mouvement d'humeur qui a fait suite au nouveau système d'attribution des bourses annoncé par votre gouvernement. Et pour apaiser les tensions, le ministre de l'Éducation nationale a suspendu les cours sur l'ensemble du territoire. Et plus tard, vous avez décidé d'instaurer ou d'initier un dialogue social. Pourquoi n'avoir pas commencé par discuter plutôt que passer directement à cette décision qui a fait finalement couler beaucoup d'encre et de salive? Une grosse incompréhension. Les jeunes ne nous ont pas bien compris. Les parents d'élèves ne nous ont pas bien compris. Les syndicats ne nous ont pas bien compris. À l'origine, on part d'un constat simple. Notre modèle éducatif ne permet pas à nos apprenants, à la fin de leur cursus scolaire, d'avoir un emploi. Ce constat a été fait depuis les États généraux de l'éducation en 2010. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lui-même, dans son discours à la Nation d'août 2017, en a fait encore l'amer constat. Il s'agissait donc de changer de paradigme, de mettre la formation professionnelle comme finalité des études pour permettre aux apprenants, à la fin du cursus scolaire, d'avoir un emploi. Les études générales ne permettent pas d'avoir un emploi. Ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Et le gouvernement, s'appuyant sur les conclusions des États généraux, les conclusions de la task force sur l'éducation qui s'est tenue à Dounia Park, a jugé nécessaire de revoir les conditions d'attribution des bourses pour privilégier les études professionnelles post-bac. Jusque-là, les études professionnelles étaient pré-bac. Niveau certificat d'études primaires, niveau 3e, et ceux qui n'ont pas eu le bac. On les orientait vers les centres de formation professionnelle. Et c'était considéré dans le subconscient des Gabonais comme l'école de la deuxième chance. Là, nous voulons changer de paradigme. La formation professionnelle est au même niveau que les études générales. C'est l'école de la première chance. Le Canada, c'est un modèle. L'Allemagne, la Suisse. Aujourd'hui, tous les pays du monde entier sont en train de remettre le modèle qui repose sur l'éducation, les formations générales, et mettre l'accent sur la formation professionnelle. Donc, il y a eu un quiproquo sur la communication gouvernementale. Je le concède. Je le concède. Ce qu'il faut comprendre dans cette réforme, c'est que tous les bacheliers, quelle que soit la série, dès qu'ils ont le bac, sont prioritairement orientés vers des études professionnelles post-bac. Ceux qui veulent faire les études générales, et c'est ce que dit la loi, c'est les plus jeunes. Le gouvernement a fixé la norme 19, l'âge de 19 ans, la moyenne 12 sur 20.
Mais il faut comprendre que derrière, il y a l'application. Tous les étudiants, tous les bacheliers de moins de 19 ans, qui ont 18 ans, 17 ans, 16 ans ou 15 ans, et qui ont le bac, même s'ils n'ont pas 12 de moyenne, s'ils veulent faire les études générales, l'État les accompagnera pour faire des études générales. De la même manière que ceux qui ont plus de 19 ans, qui ont 20 ans, 21 ans ou 22 ans, et s'ils ont une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20, parce qu'ils sont particulièrement brillants, s'ils veulent faire des études générales, l'État les accompagnera. Mais la priorité de l'État, c'est les études professionnelles. C'est là où il y a eu l'incompréhension. Je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais ont compris. Je crois que ça ne fait plus, sauf les politiciens qui veulent faire une récupération. Mais aujourd'hui, je discute avec les syndicats, je discute avec les parents d'élèves, avec les chefs d'établissement. Ils ont compris la mesure. On a l'impression, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement met la charrue avant les bœufs par rapport à un certain nombre de réformes. Un dialogue social aujourd'hui, à quelle fin? Je vais d'abord vous dire une chose, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour les réformes. Je ne connais pas de calendrier de réforme. Une réforme pose toujours des problèmes. Et si un gouvernement veut comprendre le pôle, il faut bien qu'il annonce une réforme, et là, il suscite la réaction. Mais il ne peut pas commencer à aller discuter avec les gens. Il commence d'abord à annoncer, susciter la réaction et discuter. Le problème est arrivé à ce niveau-là. Les enfants ne se retrouvaient pas dans cette décision du gouvernement de les orienter vers les formations professionnelles, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller faire tel ou X métier, veut suivre un cursus parce que papa est avocat. Ils ont bien compris. Je vais vous dire une chose, je vous donne quelques chiffres. Dites-nous. Il y a 4500 étudiants en faculté de lettres. C'est pour faire quoi après? Pour travailler où? Mais on ne se réveille pas un matin pour le constater. Ça dure. Il y a 4500 en psychologie. D'accord. C'est pour travailler où et pour faire quoi? D'accord. Mais ça fait combien d'années? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le contingent des chômeurs que nous avons. D'accord. Le contingent des chômeurs, la plupart, ils sont bien instruits. Ils sont plein la tête. Ils n'ont pas de qualification professionnelle. Quand ils demandent des emplois dans les trucs, on leur demande qu'est-ce que vous savez faire. Ils ne savent pas faire. Ils savent parler français, c'est tout. Ils savent parler anglais, c'est tout. C'est la responsabilité du gouvernement de changer de paradigme. Nous voulons former des têtes bien pleines, mais avec un métier à la fin. C'est ça la réalité. L'emploi est la priorité des priorités de ce deuxième mandat du président Ali Bongo Ondimba. Quelle politique réaliste votre gouvernement compte mettre en place pour régler la question des jeunes diplômés mais au chômage et ceux-là qui sont en fin de cycle et qui s'apprêtent à entrer dans le monde du travail? Nous allons changer d'abord de modèle économique. Notre modèle économique aujourd'hui, longtemps, est reposé sur la rente pétrolière. Nous allons changer de modèle pour aller vers un modèle de production, vers la diversification de notre économie. Et nous avons commencé. Là, il y a des niches d'emploi pour la jeunesse gabonaise. Nous allons booster le secteur privé, parce qu'il faut encourager le secteur privé. C'est le secteur privé qui est créateur d'emplois, créateur de richesses et créateur de la croissance inclusive. C'est dans le secteur privé, ce n'est pas dans la fonction publique. L'État est un accompagnateur, est un facilitateur. Et nous voulons que nos compatriotes le comprennent. Il n'y a pas que la fonction publique, ils peuvent créer des entreprises, devenir des opérateurs économiques. C'est ça l'avenir. Dans le monde entier, c'est le tissu des petites et moyennes entreprises qui soutient les économies dans les pays. Et justement, en parlant de fonction publique, vous l'avez également mentionné dans votre discours de politique générale, vous dites « La fonction publique compte près de 102 000 agents publics pour une masse salariale évaluée à près de 70 milliards par mois. » Vous dites que les recettes publiques ne peuvent plus supporter cela, il faut agir, mais agir comment? Notre État est obèse. Il faut réduire la taille de l'État en commençant par réduire le nombre de fonctionnaires. Un exemple. Le Mali, 20 millions d'habitants, 180 000 fonctionnaires. Le Gabon, 1 800 000 habitants, 102 000 fonctionnaires. Faites le ratio. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique vient de lancer une opération de recensement biométrique, physique des agents publics d'État. Nous allons publier, pour la première fois, on n'a jamais publié les audits. Mon gouvernement publiera les audits de ces recensements.
Et nous allons dégager des marges de manœuvre qui nous permettront de recevoir une partie de ces jeunes que nous allons régulariser aujourd'hui dans les secteurs d'éducation, dans le secteur de la santé. Des jeunes sans emploi? Non, des jeunes diplômés qui sont en pré-salaire, dans la fonction publique. Ceux qui sont dans l'antichambre. Dans l'antichambre, voilà. Et nous pensons dégager entre 10 à 15 000 places qui permettront de réinsérer ces jeunes. Que deviendront ces personnes qui seront, seront sorties de la fonction publique? On leur dira merci d'avoir servi l'État et puis à bientôt? Non, je vous ai dit qu'il n'y aura pas de licenciement sec. D'accord. Il est clair que dans la fonction publique gabonaise, si nous traitons bien le fichier de la fonction publique, nous avons entre 20 à 30 000 agents qui n'existent pas. Et donc il faut... Ils n'existent pas. Il faut revoir les fichiers de la fonction publique. Bien sûr, ils n'existent pas. D'accord. Voilà, ils ne sont pas physiques. Ok. On attendra donc la publication. On ne fait pas le travail. Il y a des gens qui sont décédés, on ne leur a dit pas de liste. Mais qui doit faire ce travail, Monsieur le Premier ministre? Écoutez, la responsabilité d'un homme d'État, c'est d'assumer les erreurs du passé. Je les assume et je les corrige. D'accord. Mon rôle, c'est de corriger. Le rôle du gouvernement, c'est de corriger les erreurs du passé. On vous le concède. Monsieur le Premier ministre, après votre arrivée, les Gabonais ont assisté à la suppression de plusieurs agences, taxées par ces Gabonais-là de gouffres, de véritables gouffres à sous. On prend l'exemple du Conseil gabonais des chargeurs. On prend l'exemple de la coordination du plan stratégique Gabon émergent supprimé dont les missions ont été confiées au secrétariat général du gouvernement. L'impression de vos compatriotes, c'est que l'on mobilise des fonds. Il n'y a aucun suivi, tout le monde fait ce qu'il veut. Et un matin, le gouvernement dit non, on arrête cette agence, c'est fini, on enverra ces missions, on les envoie chez un autre ou vers un autre ministère. Qui doit répondre de ces échecs et surtout, qu'est-ce qu'on fait là concrètement? Je vous pose la question, Madame Galwika. Est-ce que vous voulez me faire comprendre que le gouvernement n'a pas le droit de corriger les erreurs du passé? Ce n'est pas ce que je dis. Je pose une question pour comprendre. Pourquoi un matin, on crée une agence et quelque temps après, on dit ça y est, plus d'agence. On peut penser... On ne fait aucun bilan. On peut penser que certaines agences qui avaient été créées en leur temps pouvaient se justifier en ce moment-là. Les temps ont changé. Les temps ont évolué. Le monde est en pleine mutation. Il y a des agences qui n'avaient plus besoin d'être. Nous avons constaté que, par exemple, le bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent, c'était un doublon. Qui peut coordonner le plan stratégique Gabon émergent mieux que le gouvernement, mieux que le Premier ministre, chef du gouvernement? Est-ce qu'on a besoin de mettre un autre fonctionnaire pour ça? Mais quand on le crée... Mais c'est parce que c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur qu'il fallait corriger. Le gouvernement l'a corriger. L'a corriger. Le Conseil gabonais des chargeurs, pour venir là-dessus, précisément, il a fait son temps. Il a bien travaillé en son temps. Mais aujourd'hui, les missions du Conseil gabonais des chargeurs se confondent avec celles de l'autorité de régulation portuaire. D'où le au transfert lieu d'avoir de compétences. deux structures qui font la même chose, on a décidé de rationaliser. D'accord. Et nous allons, toutes les agences qui ont été supprimées, il y aura un plan social. On vient de mettre en place, le gouvernement vient de mettre en place une commission pour mettre en place des plans sociaux pour soit redéployer les agents de ces agences dans d'autres services administratifs, parce que la plupart étaient aussi des fonctionnaires, ceux qui relevaient du droit privé, soit si ils ont des profils adéquats, ils vont repartir vers les agences dédiées, mais s'ils n'ont pas de profil, bon, on va les accompagner pour se réinstaller, pour se réinsérer dans la vie. Et vu que vous parlez de plan social, moi je vais vous poser la question qui taraude des milliers de familles aujourd'hui, des milliers, non, des centaines de familles, on va dire des dizaines, des centaines de personnes. C'est le cas de certaines structures au Gabon, des sociétés qui ont fait la fierté de ce pays. J'entends par là Africa numéro 1, pour ne citer que ce seul exemple. Des familles souffrent, vivent dans le dénuement total depuis des mois.
personne ne bouge le petit doigt. Vous arrivez, vous voulez corriger certaines injustices. Est-ce que ce n'est pas là aussi l'occasion pour vous de vous positionner dans cette façon de régler les injustices et de dire, bon, on règle les problèmes de ces familles qui n'ont plus rien, qui perdent presque tout, dont les familles aujourd'hui vivent quasiment dans la pauvreté, dans une pauvreté extrême, Monsieur le Premier ministre? Je suis d'accord avec vous. Chaque Gabonais qui perd un emploi, c'est un drame. Le gouvernement en a conscience. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons cela. Nous nous battons pour sortir les Gabonais de la précarité. Nous nous battons pour garantir l'emploi des Gabonais. Mais ça demande des efforts collectifs. Parce que les sociétés sont parfois des sociétés privées où quelqu'un a mis son argent pour investir, pour gagner de l'argent, et quand il n'en gagne plus, il ne peut pas garder. Il y a beaucoup d'entreprises privées, et je peux vous dire, j'ai été ministre du Travail, j'en ai vu, et ça me touchait beaucoup de voir. Parfois, je me suis opposé, en tant que ministre du Travail, au licenciement économique. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, parfois. Le cas d'Afrique, nous sommes saisis, le gouvernement est saisi de cette question. Nous sommes en train, le ministre de la Communication est en train de voir dans quelles conditions ce problème peut être réglé très rapidement. Mais nous compatissons. Nous ne sommes pas insensibles à cette situation. Un mot sur l'émission. Nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles à cette situation, à la question sociale. Merci beaucoup. Et nous restons justement sur les missions de votre gouvernement. En quelques mots, quelles sont les missions prioritaires? Vous savez, mon gouvernement a une feuille de route. 3 choses. Des réformes structurelles dans le secteur économique et financier. Les priorités du gouvernement sont l'éducation, la santé, les routes, l'énergie, l'eau, le logement. Tous les ministres ont reçu leur feuille de route avec des objectifs bien précis. Ils ont déroulé leur plan d'action. Ils seront évalués. La première évaluation aura lieu fin juin. D'accord. Pour voir ce que chaque ministre a fait. Et les personnes qui n'auront pas fait ce pourquoi elles ont été positionnées à ces postes-là vont partir? Non. Seront remerciées? L'évaluation n'a pas pour finalité de sanctionner négativement. L'évaluation, c'est aussi pour encourager. À dire à quelqu'un, vous n'avez pas bien travaillé, mais il est temps de céder votre place à quelqu'un d'autre, c'est pour vous une sanction négative? Si il n'a pas pu travailler parce que ce n'est pas de son fait, ça peut être aussi la question d'autres contraintes aussi qui peuvent être là. Bon, on l'accompagnera. D'accord. Voilà. Merci. Mais celui qui ne fera pas son boulot, ça, on n'hésitera pas non plus. Hein. Merci, monsieur. Mais ce n'est pas ça la finalité de l'évaluation. Voilà. L'évaluation, ça vise la performance. D'accord. Merci, monsieur le Premier ministre. Deuxième partie de cette émission, ma part de vérité. Monsieur le Premier ministre, les Gabonais se posent des questions. Vous dites dans votre discours de politique générale, et permettez-moi de vous citer, je vous en prie, un message qui réclame la fin de l'arrogance et de l'impunité. Pour cela, nous allons nous attacher à imprimer dans notre action les valeurs de respect, de considération, de justice, de récompense et de sanction. Fin de citation. Qu'est-ce que les Gabonais doivent comprendre? Ils doivent comprendre que quand on est responsable, on est au service. C'est ça. La responsabilité, quel que soit le niveau, ne vous donne pas plus de droits que les autres citoyens. A fortiori, quand on occupe une responsabilité gouvernementale ou politique, à quelque niveau que ce soit, on est au service du peuple. C'est ça la vérité. Et nous devons respecter. Nous devons nous respecter les uns les autres. On doit respecter nos interlocuteurs. On doit respecter même nos contradicteurs, même nos adversaires politiques. C'est dans la discussion, c'est dans le dialogue qu'on peut se comprendre et qu'on peut construire. On retient cette phrase,
Depuis 2013, Monsieur le Premier ministre, et là je vous pose la question que se posent tous les Gabonais, votre nom est étroitement lié à un détournement de deniers publics. On va le dire en ces termes-là, la toile en parle, la toile gronde. On n'entend plus que ça depuis votre nomination. Et je ne vous cache pas un secret, on parle de 20 milliards de francs CFA que vous aurez détourné. La question est directe, avez-vous, oui ou non, pris cet argent? Non. Voilà. Pourquoi depuis 2013, vous ne répondez pas à ces attaques, à ces choses qui salissent votre image d'une certaine façon? J'ai une certaine éthique. Je suis magistrat de formation. J'ai prêté serment. Et j'ai une obligation de réserve. Et quand on est un homme d'État, un homme responsable, je viens de prêter serment en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, même après la cessation de mes fonctions. D'abord, c'est le propre de mes adversaires politiques. C'est normal, je leur concède cela. Les gens connaissent ma vie, ils connaissent où j'habite. Les comptes sont à Libreville. Personne ne peut montrer à aucun moment que dans mon compte, il y a eu des mouvements de ce niveau. On dit, on raconte partout que cet argent aurait été détourné par vous et qu'il aurait été envoyé à votre mentor politique. Oui, non, vrai, faux? Je vous ai dit, droit dans les yeux, je n'ai pas pris un copec sur les inventions. Vous avez été cité par la Cour de l'enrichissement illicite. Où en est l'enquête aujourd'hui? Mais c'est normal, la Cour a eu vent d'une information, ils m'ont entendu. La Cour des comptes m'a entendu. Est-ce qu'ils vous ont présenté J'ai des donné papiers? des éléments de réponse. Est-ce qu'ils vous ont présenté des papiers? J'ai eu les sur cette rapports, ils accusation? m'ont pas donné. C'est une dénonciation. Ils n'ont pas donné de preuves. D'accord. Donc, désormais, les Gabonais savent que M. Julien Kogué-Bekale n'a jamais détourné un copec. Il n'y aura que la justice qui me disculpera. Parce que mon honneur a été bafoué. On a compris. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cette réponse referme la seconde partie de cette émission. Et puisque vous avez parlé de vos adversaires politiques, nous allons déjà vous permettre de répondre sur votre positionnement politique réel. On dit de vous que vous êtes encore avec votre mentor, Paul Biya-Ogemba, pour ne pas le citer. On dit que vous êtes également avec Ali Bongo Ondimba. On ne sait véritablement pas où vous positionnez, Monsieur le Premier ministre. Où est-ce que vous vous situez politiquement? D'abord, je suis un militant du Parti démocratique gabonais. Et le chef du Parti démocratique gabonais, c'est Ali Bongo Ondimba. Monsieur Paul Biya-Ogemba, qui est mon parent, qui m'a mis le pied à l'étrier dans la politique, est un militant du Parti démocratique gabonais. J'ai beaucoup de respect et de considération pour ce monsieur. Il m'a formé. Mais aujourd'hui, il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a jeté dans le marigot politique et j'ai essayé de me battre et de nager, tout seul. Et certains disent d'ailleurs, en parlant de votre mentor, que c'est lui qui dicte vos actions dans l'ombre. C'est l'homme de l'ombre, de la politique de M. Julien Kogué-Bekale. Vous dites quoi à cela? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont toujours dit ça. Et je leur ai toujours dit, regardez mon visage. Il n'y a pas d'un côté Paul Biya et de l'autre côté Julien. C'est Julien Kogué-Bekale. Et c'est Julien qui dicte lui-même? C'est sa propre conscience, la mienne. D'accord. Et ma raison. Voilà, nous allons marquer une toute petite pause. Pour la suite de cette émission, nous entrerons dans la troisième et avant-dernière partie de cette émission, juste derrière ceci. Donc la politique, nous y restons, puisque vous aimez la politique, vous nous l'avez dit. Alors la politique pour vous, c'est quoi aujourd'hui? La politique comme on la pratique au Gabon? Politique politicienne, politique tout court. Qu'est-ce que pour vous la politique? La politique, c'est d'abord être au service des hommes. Je fais une petite confidence. Quand j'étais jeune, je voulais être prêtre. Je suis allé au séminaire. Personne ne voulait de vous? Non, j'ai fait une année au séminaire et puis après je suis sorti. Et puis j'ai commencé les études. Et je voulais aller faire, après la maîtrise en droit, je voulais faire juriste d'entreprise. Puis comme ça, un de mes professeurs, M. Antonio Oliveira, me conseille d'aller faire l'école de la magistrature. Je deviens magistrat. Je commence à travailler, j'ai fait 5 ans.
On m'appelle pour être conseiller juridique auprès des ministres. Alors, pour vous dire que ma vocation première est d'être au service des hommes. Prêtre, on est au service des hommes. Politicien? Magistrat, on est au service des hommes. Politicien, on est au service des hommes. Mais comment on passe de prêtre à politicien? Non, c'est la vocation, c'est-à-dire c'est le fond de l'homme. Oui, le fond de l'homme. Lorsqu'on parle de prêtre, on parle de quelqu'un qui, qui a suivi une formation type. Mais la politique, c'est l'art de promettre et de ne pas réaliser. Dans l'Église, on dit que la charité est le plus haut degré de la politique. La charité est le plus haut degré de la politique. D'accord. Poursuivons justement avec le cursus. L'homme est magistrat. Oui, je suis magistrat de profession. Vous avez suivi un cycle normal que vous refusez aux élèves gabonais aujourd'hui? Non, je ne refuse rien aux Gabonais. Le gouvernement ne refuse rien aux jeunes Gabonais. Parlez-nous de votre cursus. Un cursus normal, études d'enseignement secondaire, lycée de l'Estuaire, lycée technique Omar Bongo, où j'ai eu le bac en 1982. Et vous aviez quel âge? 20 ans. Vous aviez 20 ans. 20 ans. Pourquoi n'avoir pas ramené l'âge à 20 ans, par exemple? 82, 2019, ça fait combien d'années? On va commencer à calculer? Ouais. D'accord. Ça fait combien d'années? Toute une émission. Voilà. Donc, alors, je vais à l'université Omar Bongo, en première année de droit, où nous sommes en amphithéâtre 450 étudiants, où j'ai pour collègue M. Rosatanga, Guy, professeur, M. Akomozogo Auguste, et bien d'autres, M. Lendoy Bandega. J'ai fait 4 sur 4. Je n'ai pas répété une seule année. Vous avez été un bon élève? J'ai terminé en 1986. D'accord. J'ai eu ma maîtrise en droit, licence ancien régime, 4 ans. Et je me suis inscrit à l'École nationale de la magistrature du Gabon, cycle A, post-maîtrise. J'ai fait une année à Libreville et la deuxième année à Paris, à la section internationale de l'ENEM de Bordeaux. Et je suis rentré au Gabon où j'ai commencé à travailler. J'ai prêté serment le 7 octobre 1988 au palais de justice de Libreville devant le président Omar Bongo Ondimba. Feu Omar Bongo Ondimba, parlez-nous justement de votre parcours professionnel. Oui, comme je le disais, j'ai commencé dans la magistrature. Oui, après? Comme substitut de procureur près du tribunal de Franceville pendant 2 ans. J'ai été affecté au tribunal de l'OIM comme juge au siège pendant 1 an. Et j'ai été affecté à Libreville comme substitut du procureur au tribunal de Libreville où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et en 1993, on m'a nommé conseiller juridique du ministre de la privatisation et de la réforme du secteur parapublic, M. Paul Biyoromba de l'époque. Voilà, mon parrain politique. Et c'est d'ailleurs lui qui vous a permis de gravir les échelons dans les différents ministères où vous avez occupé les plus hautes fonctions? Vous savez, cet homme m'a bien formé, mais il a refusé une chose, que je travaille à ses côtés. J'ai travaillé à ses côtés 2 ans. Il a démissionné du gouvernement. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il voulait que je me forme. Tout seul. Il a démissionné du gouvernement, je suis resté seul. Je suis allé faire une formation en France pendant 1 an, au Centre d'études économiques, financières et bancaires. Donc j'ai un diplôme d'Institut d'administration des entreprises de Paris. J'ai un diplôme d'études supérieures de formation au management, de 3e cycle. Donc je suis juriste, je suis aussi financier et économiste. D'accord. Et vous avez donc... Là, les gens ne connaissent pas ce côté. D'accord. Et c'est le moment pour eux de mettre à jour toutes les connaissances à votre sujet. Loin de la fonction, qui êtes-vous? Je suis fils d'un instituteur de banlieue, du village, du milieu rural, qui a été dans l'école de la République, voilà, et qui a gravi les échelons. Et je suis très honoré aujourd'hui d'être Premier ministre de la République gabonaise. D'accord. Je suis un citoyen comme tous les autres. Je cite des prénoms et vous me dites qui sont ces personnes pour vous. Si je dis Emmanuel et Jeannette. Emmanuel, c'est mon père. Jeannette, c'est ma mère. Il paraît que vous étiez très proche de votre mère. Je suis très proche de ma mère, vous savez. Une maman, elle est remplaçable. Je suis très proche d'elle. Elle est proche de tous ses enfants. Voilà. Elle est toujours avec vous? Toujours. Elle va bien? Elle a 83 ans.
Quel- Quand je dis une canne poussière, qu'est-ce que ça vous rappelle? Une canne poussière me rappelle mon enfance. C'est là-bas où j'allais faire des plantations avec ma mère. Et une canne poussière est où? Situez-nous géographiquement. Sur la Canne route, poussière. sur la route de Coco Beach. Là, nous sommes au Gabon. Pour ceux qui sont hors du Gabon et qui ne connaissent pas Coco Beach, comment on peut situer une canne poussière? Canne poussière, c'est dans la commune de Ntoum, D'accord. sur la route qui mène à la ville de Coco Beach, très belle ville balnéaire. Voilà. Et j'ai construit ma maison sur une plantation de ma mère. Et c'est là où, c'est une canne poussière, c'est où j'habite. D'accord. Et vous êtes très amoureux de l'agriculture à cause de votre mère. Racontez-nous le petit déclic. Il est arrivé quand et comment? Non, là, c'est pas ma mère qui m'a fait le déclic de l'agriculture. C'est ma fonction de ministre de l'Agriculture. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, 2 ans, s'il y a un ministère qui m'a passionné, c'est ce ministère-là. D'accord. J'ai fait le tour du Gabon pour visiter les plantations, les villageois. J'ai été pris amoureux de l'agriculture. Et cela vous a passionné? Ouais. D'accord. Et dans mon rêve, je veux une ferme. Je veux faire une ferme agricole. D'accord. Quand il sera À l'échelle retraité, bien sûr. nationale ou simplement Non, pour, vous, pour, une votre, petite- pour votre plaisir personnel? Une petite exploitation agricole parce que, pour vous dire la passion, ma fille, l'avant-dernière, elle est en formation. Elle veut faire ingénieur agronome. Pourquoi? Parce qu'elle a apprécié quand j'étais ministre de l'Agriculture. Et elle me dit toujours, papa, je veux une ferme parce que je veux produire et transformer mes produits agricoles. Et justement, l'occasion nous est donnée de parler du projet Graines. Où en êtes-vous? Votre gouvernement, que fait-il concrètement pour intéresser les jeunes davantage au métier de l'agriculture? Ce que je dois d'abord dire, c'est que c'est une très bonne initiative, le projet Graines. C'était un très bon projet. Mais comme tout projet, il y a eu peut-être des ratés. À Et quel niveau? au niveau de la population cible, je pense que, et de la méthode que nous avons adoptée, qui n'était pas bien étudiée, qui n'a pas intégré les mentalités et les comportements de nos compatriotes. C'est-à-dire, là encore, il faut nous expliquer pour que l'on comprenne. On ne peut pas mettre des gens en coopérative leur demandant, vous allez vous mettre ensemble pour faire une plantation. Il faut Il y aura, essayer de il y aura laisser- toujours 2 ou 3. Si vous mettez 10 personnes, il y a 2 ou 3 qui vont se sacrifier pour travailler et 7 autres ne vont rien faire. Et donc, tout de suite, la discorde s'installe. Un projet Graines que vous créez pour intéresser les jeunes Gabonais, vous n'impliquez pas ces derniers. Comment voulez-vous que ça marche? Ils ont été impliqués. Vous savez, les jeunes sont venus à Graines quand on leur a dit qu'ils vont toucher 100 000 francs par mois. Ils sont tous venus à Graines, partout, dans toutes les provinces. Ils ont fait des plantations. Ils ont fait des plantations. Mais dès qu'on a arrêté de payer les 100 000 francs, ils ont tous déserté les Mais pourquoi plantations. vous avez arrêté? Vous commencez par dire aux gens, on va vous donner 100 000 et puis un matin, on s'arrête. C'est ça la Mais difficulté l'aide ne des peut pas réformes gabonaises. L'aide ne peut pas être éternelle et permanente. Mais Il faut que justement- les Gabonais se prennent en charge. Mais puisque l'aide ne peut pas être permanente, commencez par apprendre à pêcher plutôt que de donner le poisson et puis un matin, vous arrêtez de nourrir la Vous personne. savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Dites-moi. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai fait le tour du Gabon. Je suis allé à Tchibanga. Et c'est l'IGAD, l'Institut d'appui au développement, IGAD, qui fait aussi dans l'agriculture, soutenait un jeune Gabonais là-bas. Nous sommes allés visiter son carré. Très beau carré. Il produisait de la tomate, des aubergines, enfin, du maraîcher. Très bien fait. Hein? Alors, en discutant comme ça, il me dit, bon, je gagne, vous savez, les planches agricoles, là, on met là. Il dit, par planche, je gagne 800 000 francs à récolte. Je dis, mais vous faites combien de récoltes par an? 3 récoltes. 800 000, 3 récoltes, ça fait 2,4 millions. Mais c'est beaucoup d'argent, c'est bien. Hein? Il dit, c'est très bien. Et vous savez ce qu'il me dit après? Monsieur le ministre, j'ai juste besoin de cet argent, après je vais à Libreville, je vais m'installer à Libreville. J'ai dit, tu vas laisser ça? Il dit oui. Vous savez, le gouvernement ne se mettra pas derrière chaque Gabonais. Hein? Faut que les... Moi j'ai toujours dit à mes ministres, je dis souvent à mes ministres aussi, quand vous voyagez, vous allez en Guinée équatoriale, vous allez à Kigali. Oh, c'est beau à Kigali, c'est beau en Guinée équatoriale. J'ai dit, mais alors, et chez vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour que ça soit beau chez vous? Je demande aussi aux Gabonais, qu'est-ce qu'ils font? Parce que les Gabonais vivent trop dans l'attentisme. Il faut qu'on arrête de penser que le Gabon, c'est l'État-providence. Mais ils ont été éduqués comme ça. Mais il faut qu'ils arrêtent, c'est faux.
Ils ont été Il faut éduqués par vos travailler. prédécesseurs. On a dit tout tombait du ciel. Ils ont été éduqués Mais comme maintenant, ça. il faut changer de paradigme. Tout ne tombe pas du ciel. Tout tombe de la terre. Et c'est pourquoi vous avez parlé de changer le logiciel Voilà. comportemental. Tout, c'est sur la terre. Il faut leur dire ça, c'est au travail. Il faut Mais gratter. qui doit leur dire? Et C'est même pas aussi, à ils vous n'ont le pas, ils n'ont pas leur gouvernement. conscience aussi. Mais c'est pas à vous le gouvernement de le faire. Mais ils n'ont pas leur conscience aussi. Oui, mais bien, il faut. Je vous ai dit tout à On l'heure. dit que le gouvernement montre la voie Je vous ai dit que dans un état de je vous droit. ai dit que le gouvernement est accompagnateur et facilitateur. D'accord, mais Le encore. gouvernement ne rentrera pas dans le cerveau de quelqu'un pour lui dire fais ça. Vous, est-ce que vous avez instruit votre gouvernement, par exemple, s'agissant de ce projet Graines-là, sur la question de comment réussir à couvrir le marché national? Est-ce qu'il y a une politique mise en place dans ce sens-là pour aider justement les producteurs, ceux qui sont déjà engagés dans ce projet Graines-là, à nourrir leurs compatriotes, on va le dire en ces termes? Moi, je vous dis ceci, c'est que pour mettre en place une politique agricole pertinente et efficace, il faut des infrastructures d'abord, des routes, pour permettre l'évacuation des produits agricoles. Deux, je pense aussi qu'il faut que des Gabonaises et des Gabonais deviennent des vrais entrepreneurs agricoles. Qu'ils arrêtent de faire de l'agriculture de cueillette. Qu'ils fassent vraiment de l'agriculture un vrai business. Qu'ils gagnent leur vie. Et moi, je suis pour un modèle particulier. C'est le modèle par l'exemple. Le jour où vous aurez un Gabonais qui est dans une ferme, et dans sa ferme, il a sa villa avec piscine, il a Internet, il a, ça s'appelle comment, belle télévision, et que le soir, il a un V8, Toyota V8, il va à la capitale, il dit, j'ai eu ça avec mes tomates, j'ai eu ça avec mes aubergines, j'ai eu ça. Lui, parmi ses enfants, il y aura 2 qui vont hériter de son exploitation. 3, il va créer l'émulation autour de lui. Et il y a des Gabonais qui sont prêts à faire ça. Mais où sont-ils? Et c'est ça la nouvelle vision du projet Graines. Où sont-ils, ces Gabonais? Mais ils sont là, je peux pas. Ils sont là. Moi j'ai fait le tour du Gabon. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait le tour du Gabon, j'étais partout. J'ai vu des Gabonaises et des Gabonais qui se débrouillent sans l'aide de l'État, mais qui produisent. Et c'est ceux-là que moi je souhaite qu'on accompagne. D'accord. Accompagnez-les pour que, enfin, la nourriture ne vienne plus de l'extérieur. Et c'est la nouvelle restructuration du projet Graines. D'accord. Voilà. Merci pour l'explication. Bien plus loin, nous avons rencontré des personnes qui vous connaissent, qui ont choisi de partager avec nous certains secrets. Et parmi ces personnes, il y en a une qui connaît particulièrement l'histoire d'une canne poussière. Monsieur le Premier ministre, je vais vous demander de regarder ceci et de nous faire un petit commentaire juste derrière. Vous pouvez appuyer et nous dire qui c'est ce monsieur et surtout, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Faites-nous un petit commentaire. Qui est ce monsieur pour vous? C'est un compatriote. Jean-Claude Paca. C'est un compatriote que j'ai rencontré par hasard. Mais ça fait longtemps, quand je commençais à faire la politique. Et j'avais un projet, je voulais faire le nettoyage de la ville de Ntoum à l'époque. Et il travaillait pour Agli. Il travaillait pour Agli, et puis je l'ai approché. Il est venu un week-end faire une ville propre
Avec Agli, on a nettoyé la ville. À l'époque. Agli, une société de... Agli, c'est eux qui font le ramassage. Des ordures? Non, 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 ils ne font pas le ramassage. Ils font de l'entretien de la ville. Embellissement. D'accord. Il y a dans les années 2000. Hein, vous l'avez rencontré? Il l'avait rencontré. Il est venu faire ça. Et puis on s'est perdu de vue à nouveau. Et puis je l'ai revu. Je dis, ben, tiens, Jean-Claude, tu m'avais aidé il n'y a pas longtemps là. Alors moi j'ai envie de faire un petit jardin en tout là. Écoute, essaie de me faire quelque chose. Mais c'est un gars bien. C'est vraiment un gars bien. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes de la tribu Essimican, une tribu qu'on retrouve dans le nord et aussi à l'estuaire. Il paraît qu'ils sont caractérisés par leur force, leur conviction profonde. Et ils parlent, personne d'autre ne parle après. Oui, non, vrai, faux? Non, les Essimican. Les Essimican, c'est la pintade, ça veut dire comme ça. C'est un grand clan qu'on retrouve bien sûr au Gabon et même en Guinée équatoriale. Et c'était un des grands clans de la province de l'Estuaire. Et puis, ce qui nous caractérise, c'est la solidarité familiale. Et justement, en parlant, nous sommes très solidaires. Et en parlant de solidarité familiale, je vais vous le dire, nous avons rencontré quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous a vu grandir, qui vous a vu pleurer, qui vous a entendu chanter, parce que vous n'êtes pas un bon chanteur, on nous l'a confié, à part si on se trompe. Mais la personne a dit que du bien de vous, et nous allons vous permettre de comprendre ce qu'il a dit, surtout d'écouter ces mots qui sont remplis d'émotions. Il dit de vous que vous êtes un homme qui avait une logique déconcertante. Alors, je vous prie, Monsieur le Premier ministre, de suivre cet homme et vous nous direz qui il est pour vous, si je dis Guy. Julien, il n'aime pas les choses mal faites. Il n'aime pas du tout les choses mal faites. Et il nous a toujours dit, je ne sais pas où il a reçu ça, il nous a toujours dit que Guy, tout ce qui se fait mérite d'être bien fait. Ça, je n'oublie pas ça. Tout ce qui se fait mérite d'être bien fait. C'est-à-dire, quand tu commences quelque chose, il ne faut pas qu'au finish, ce soit comme on dit aujourd'hui du fou-fou. Il faut que ce soit bien fait. Et lui-même, il avait la passion des choses bien faites. Il a la passion des choses. Je connais mon frère. Il a cette passion-là, bien avant même qu'il ne soit au gouvernement, qu'il ne soit ministre ou tout ça. Dans notre famille, nous avons quand même ces valeurs que nous gardons encore, les valeurs de l'aîné. Ce n'est pas Julien que tu verras dire à son oncle, écoute, qu'est-ce que tu me fais là? Non, 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 non. Mais quand il s'agissait de ses petits frères et de ses soeurs, il dit ce qu'il pense. Il dit réellement ce qu'il pense. L'homme, il a une logique. Et c'est dans le petit adage là qu'il a dit, dans ce qu'il cite là, c'est là où on retrouve vraiment Julien. Tout ce qui se fait mérite d'être bien fait. Tout ce qui se fait mérite d'être bien fait. Est-ce que cette conviction profonde de Julien Corbet-Kalé, malgré les péripéties de la vie, malgré ces accusations dont vous avez été victime, malgré tout ce que vous subissez au quotidien en termes de pression, parlant de votre travail, est-ce que tout ce qui se fait doit toujours être bien fait? Est-ce que cela tient la route? Moi, j'aime les choses bien faites. Moi, j'aime les choses bien faites. J'aime pas faire les choses à moitié. Moi, quand je m'engage dans une tâche, je m'engage à la finir. Et je m'engage à bien la faire. J'ai deux moteurs. C'est la confiance. Quand on me fait confiance, je me décuple. Mais si le doute existe, je suis démobilisé. Là, vous êtes dans un gouvernement et puis les choses peuvent changer du jour au lendemain. Est-ce que vous aurez la conviction, si jamais vous ne meniez pas à terme toutes les réformes, est-ce que vous aurez la satisfaction d'avoir accompli ce que vous faites et bien l'avoir accompli? Si je n'arrive pas à tout faire, j'aurai quelques regrets, sinon des regrets. Mais je ne ferai pas tout en même temps. Moi, je suis un homme méthodique. Je planifie. J'ai un agenda. Je sais ce qu'il faut faire. On termine et puis on attend
autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que quand on fait tout ensemble, parfois, on ne fait plus rien. Et la méthode, par exemple, dans votre famille, vous l'appliquez également, puisque vous êtes très, très rigoureux, et avec vos sœurs, et avec votre épouse, que l'on va citer un peu plus tard. Dites-nous comment la rigueur, vous l'installez dans la famille. Une petite anecdote. Alors, avec mes frères et sœurs, mon père, Dieu ait son âme, moi j'étais assez rigoureux. Et puis, tous mes frères et sœurs, la fratrie me considérait comme quelqu'un de méchant. Et puis un jour, papa arrive, il dit non, vous ne le comprenez pas. Lui n'aime pas le désordre. Moi, j'aime pas le désordre. Qu'est-ce que vous entendez par ne pas aimer le désordre des choses J'aime les choses bien faites. J'aime pas les gens qui... Un exemple de choses bien faites pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde là. Par exemple, quand on organise une manifestation familiale, si on met un comité d'organisation, il faut qu'il se mette au travail et qu'il organise bien la cérémonie. Voilà. Voilà. Et si je dis Alice? Et je veux que ma maison soit bien tenue aussi, c'est ça. Et si je dis Alice? Alice, c'est ma soeur jumelle. Vous n'êtes pas jumeaux. Nous ne sommes pas jumeaux, Oui. mais vous savez, nous sommes Racontez-nous. nés quasiment à la même période. Oui. Alors, et nos mamans qui nous mettaient au lit, alors quand un pleurait et qu'on demandait d'aller chercher l'autre, il fallait qu'on soulève le drap pour s'assurer si c'est le garçon ou la fille. Parce qu'on était tous clairs et tout. Voilà, c'est ça. Donc, on a grandi comme ça. Alice Voilà. occupe une place de choix dans votre vie? Ah oui, c'est ma sœur. Mais je ne veux pas faire de jaloux, j'aime toutes mes sœurs. Hein. Oui, on nous a dit que vous êtes très proche de vos sœurs. On nous a d'ailleurs raconté une histoire où vous étiez très jaloux et vous n'acceptiez pas qu'elles aient des petits amis. Pourquoi? Non, ce n'est pas qu'elles aient des petits amis. Ce que je n'acceptais pas, c'est que mes amis Soit leurs copains. Qui viennent chez moi, me rendre visite, ils veulent faire la cour à mes sœurs. J'ai dit non, aux sœurs des autres. Gaëlle est bien la sœur de quelqu'un. Si vous êtes mon ami, Oui. vous venez chez moi, si vous aimez vraiment ma sœur, bon, là, soyez sérieux. Mais si c'est pour faire... le yo-yo, je ne suis pas d'accord. Et vous le leur avez dit. Ah oui, Il paraît que dans des moments, vous êtes entré dans de grandes colères. Ah oui. Juste pour Ah défendre oui, il y a vos sœurs. il y a un copain qui s'est fâché. Il dit, mais, parce que je lui ai dit, mais toi, tu n'es même pas beau. Hein? Tu veux draguer ma soeur, mais tu n'es pas beau. Il s'est fâché. Il me dit, je l'ai humilié devant ma soeur. Je dis, mais je l'ai humilié devant une fille. Il dit, quelle fille? Ma soeur, c'est une fille? Vous êtes très proche de vos sœurs et justement, Alice, votre jumelle, a tenu à vous dire ces mots, à vous adresser ces mots-là. Ouais, ça c'est vraiment, on est très liés. Julien, j'ai un message pour toi. Le message que j'ai pour toi, c'est que tu réussisses dans tous tes projets, sur tous les plans. Je te connais, je te sais très intelligent. Elle a mon caractère en plus. Hein. Voilà, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec toutes ces fonctions? Comment vous faites avec votre famille, justement? Ma famille est importante. Mais comment? Quel temps vous trouvez avec toutes les fonctions? Être Premier ministre, ce n'est pas une vie de tout repos, quand même. La journée, c'est 24 heures. Elle est divisée en 3. Et 8 heures de repos, c'est avec ma famille. D'accord. Quelle est la place de la religion dans la vie de Julien Kogebekale? Une place de choix. C'est-à-dire? Je crains l'Éternel Dieu. Vous ne volez pas. Les 10 commandements, j'essaye. Je suis un pécheur quand même. Vous ne mentez pas. Je suis un être humain. Vous avez déjà menti? Avec des faiblesses. Oui, mais est-ce que le Premier ministre s'est déjà permis de dire une contre-vérité juste pour protéger, par exemple, ou parce qu'il était obligé? Vous savez, la seule fois où j'ai menti, vous savez? Ah, la seule fois. Oui, la seule fois où j'ai menti? Dites-nous. Quand j'ai dragué mon épouse. Quand vous lui avez fait la cour. Voilà. Quand vous lui avez fait la cour, qu'avez-vous dit? Je lui ai vendu tout. Et il paraît que Gaëlle occupe une place de choix une place tellement importante dans votre vie qu'elle influence beaucoup vos décisions. Vrai, faux? C'est une femme de l'ombre. C'est une femme de l'ombre. Derrière une grande dame se cache un grand monsieur. Une femme au grand cœur, D'accord. fort caractère, qui tient bien sa maison. Voilà.
et en plus qui embrasse toute ma famille. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, vous êtes face à de nombreux défis. Votre gouvernement, celui que vous dirigez notamment, est face à de nombreux défis. Quel est le message derrière, à la fin de cette interview, où l'on a pu découvrir l'homme bagarreur, mais qui avait déjà envie de commander et qui a un penchant pour les choses bien faites? Quel est le message derrière tout ceci? Qu'est-ce qu'on peut retenir au finish de M. Julien Kogué-Bekale, Premier ministre du Gabon? Ce que nous pouvons retenir du temps qu'on vient de passer ensemble, et que les Gabonais doivent retenir aujourd'hui, c'est qu'ils ont un chef de gouvernement qui a envie de faire des choses, qui a envie de faire bouger les lignes et qui a besoin de leur compréhension et de leur accompagnement. Si nous ne faisons pas aujourd'hui les réformes que nous sommes en train d'engager, il sera difficile pour nous de redresser ce pays. Nous ne voulons pas laisser aux générations futures un pays avec des problèmes. C'est de notre responsabilité aujourd'hui de régler ces problèmes ou de commencer à les régler. Nous n'avons pas la prétention de tout régler parce que nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes de passage, mais nous voulons marquer notre passage. Nous ne voulons pas que l'histoire nous marque, nous voulons marquer l'histoire. C'est sur ces mots du Premier ministre gabonais, Julien Kogué-Bekale, que 52 minutes avec s'achèvent. Merci d'avoir été sur Gabon 24. Retenez la citation de l'homme: tout ce qui se fait doit être bien fait. Et on le retient pour la suite. On vous souhaite une bonne continuation. Merci Madame Ngalé-Bika, merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.